C'est quoi les arbres qu'il y a devant? C'est quoi là? Ça, des aulnes, Des zones? donc typiques des marais. Ouais, c'est des arbres qui aiment avoir les pieds dans l'eau. Ils font, on va aller voir plus près, c'est des arbres qui peuvent arriver à faire un petit peu des racines qui sortent du tronc en fait, pour s'ancrer un peu plus loin. Les racines qui partent du haut de la souche quoi. Et il peut repartir de plus haut en fonction de, tu vois, si c'est inondé pendant trop longtemps, il va refaire des racines au-dessus pour aller se rattacher plus loin. Pour pouvoir rester, parce qu'en fait comme c'est des terrains qui sont meubles, enfin mous, s'il y avait du vent, ça se coucherait facilement. Mais au milieu de tout ça, on a quand même de l'herbe qui pousse pas beaucoup pour l'instant, mais s'il vient à faire très sec cet été, ces plantes là elles vont démarrer plein pot parce qu'il y a de l'eau pas loin en dessous. Donc là les racines elles auront encore de l'eau et donc ça sera des prairies qui vont rester plus vertes en fait. Pas forcément vertes comme en ce moment si tu veux, mais ça va rester plus vert et ça va me permettre d'alimenter les animaux à une période où il n'y a plus grand chose. Et le carré, ça reste tout le temps ou ça sèche en été? Ça sèche, ça finit par sécher. Il y a des feuilles qui sèchent et puis ça repousse du milieu en fait. Ça peut être très haut, hein. Ouais. C'est dans ces prairies là. Là, tiens, tu vois, là, quand je sais pas si tu vois le sol là, tout autour. Voilà. Du marais. Voilà, là j'ai enfoncé d'1 mètre et je suis pas. Voilà, je suis encore sur de la bouillasse dans le fond. Hein. Voilà, donc là, tu veux te débarrasser de ta belle-mère, tu peux. Tu viens de l'emmener en promenade ici. Là, probablement que ici il y avait peut-être une souche de saule ou un truc comme ça. Je l'ai défriché là, tout ça c'était parti en saule, essentiellement du saule d'ailleurs. Et je l'ai défriché il y a une vingtaine d'années. Voilà, ça va être encore. Les grandes surfaces céréalières à perte de vue, le moindre vent dessèche le sol, entre autres en ce moment, où il n'y a plus de céréales, c'est plus que des chaumes où là, la moindre goutte d'eau qui tombe là, elle est évaporée quasiment instantanément. Quoi. Que ici, on arrive à profiter, à garder un petit peu. Bien qu'on soit en pleine période de sécheresse, on voit quand même que c'est encore un petit peu vert à des places. Quoi. C'est pas un automne normal. mais bon, on arrive à limiter les dégâts. Quoi. Alors je suis uniquement sur de la prairie naturelle aussi, donc la prairie a beaucoup d'inertie et de capacité à réagir aussi en fonction de la météo. Donc quel que soit, je sais que quel que soit le temps, la météo au printemps, j'aurai assez de quantité pour ma récolte. Parce que
Il fait sec, ça va être telle ou telle plante qui vont prendre le dessus, mais elles vont pousser. Il fait très humide, ça va être d'autres plantes qui vont prendre le dessus, mais elles vont pousser. Et il va faire froid, donc ça va être plus tardif. Mais il y a des plantes qui vont être très rapides à pousser et tout ça. Et je vais toujours récolter ma quantité de foin nécessaire, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre, quoi. Quand on commence à avoir trop d'une espèce, c'est pas bon. Et souvent, ça veut dire qu'on a mal fait quelque chose à un moment. Alors, je vais prendre un exemple tout bête parce que je sais qu'en bio, c'est le, l'argument des chimiques contre les bio, les chardons. Les chardons poussent quand on travaille la terre en conditions humides à certaines époques de l'année, plutôt automne ou plutôt printemps. Et de remuer la terre, donc passer une herse par exemple, en mauvaises conditions climatiques et du sol, d'humidité du sol, on va avoir une explosion de chardon. Mais c'est typiquement une erreur humaine. Les tiges se mangent plus, hein. Elles sont un peu trop sèches. Mais au printemps, quand ça commence à être haut comme ça, tu récoltes la tige, tu l'épluches délicatement, avec des gants, ça peut être mieux, et tu te fais une salade. Voilà. Cru ou cuit d'ailleurs. Et ça, bah, tu vois la quantité de graines que ça peut faire, hein, tout ça. Hein, là-dedans, il y a des milliers de graines là-dedans. Et c'est pas tous les animaux qui vont aller manger de lierre, il y en a juste certains. Donc ceux-là, on peut se dire, ils sont un petit peu parasités. Bon, ça va se régler à cet âge-là, c'est normal. Les animaux s'immunisent plus ou moins contre les parasites. Ce qu'il faut, c'est qu'ils n'aient pas une charge de parasites trop élevée. Donc il faut arriver à la gérer. Moi, je fais du pâturage tournant, ce qui permet d'éviter justement cette charge trop importante. Et ça va varier selon les saisons, Le parasitisme, ouais. 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 Quoi, le froid qui tue et... non Le froid et le chaud. Ouais. En général, on s'en débarrasse. Sauf qu'avec le chaud, on a tendance à faire manger beaucoup plus ras. Et du coup, les parasites sont assez près du sol en général, sur les plantes, mais assez près du sol. Donc plus on fait manger ras, plus on a tendance à infester en parasites. Donc le chaud tue les parasites, mais comme on fait manger plus bas, on infeste plus aussi. Donc on désinfecte la prairie, mais on infecte un petit peu les animaux.
Et je vais essayer de redécaler ces bandes différemment. Quoi. Ouais. Et bon, j'ai le saule là qui m'emmerde un petit peu. Enfin, le problème c'est entre lui et lui. Donc ça serait dommage de l'enlever. Et le poteau, lui je peux pas l'enlever. Il fait pas de bruit. Hein. Il fait pas de bruit mais je peux pas l'enlever. Donc Ouais, tu vois, j'ai déjà repoussé un saule au pied parce que voilà. Ouais. Et du coup celui-là, le raligner un petit peu. Et donc là avoir une zone qui va rester, une zone de 5 mètres, grosso modo, qui va rester naturelle, quoi. Ouais. Voire peut-être broyer une fois de temps en temps si vraiment on veut pas que ça pousse trop en arbre. Et comme ça, si tu veux, j'aurai la bande entre le poteau et la haie qui est là, et ben en faire la moitié chaque année. Ouais. La bande suivante en faire la moitié chaque année, et la bande d'en haut en faire la moitié chaque année. Si tu veux t'avoir coupé, couper qu'une fois de temps en temps. Quoi. Ouais. Non, ça se diversifie ça a ramené, un peu. Ouais. Et eux ils sont courts, hein. Ils sont courts, hein. J'en ai un C'est par pas là. assez blanc ça. Non, ça c'est des pompes de coléoptère, c'est un coléoptère. Ah non, bah ça c'est déjà une larve qui bouge, mais t'as aussi des larves. J'ai pas de lunettes moi. Bah non, puis je te dis, même avec lunettes. Même avec une lunette. Enfin, c'est parce qu'on vieillit, et puis tu vois, au début peut-être qu'on les voyait, mais là maintenant, moi c'est pareil, je vois pas. Bon, donc par sécurité, c'est ce que je me disais, je me disais je vais faire un alignement de notre côté. Quoi. Comme on fauche, on enlève la matière, il y a un peu moins de cette petite couche de végétaux en décomposition qui permet de garder l'humidité, de limiter l'évaporation. Donc ça, un assèchement de zone humide, mais ça modifie un petit peu la flore de lancer la... Là, si on passe avec un tracteur ici, on va pas avoir l'impression de faire quoi que ce soit, mais on va déstructurer le sol en dessous. Et on le déstructure, ça peut être à vie, quoi. Enfin, à vie humaine, quoi. À vie humaine. Moi, j'utilise tout ça pour faire la litière pour les animaux. Donc j'ai pas besoin de récolter de façon précoce parce que le taux de sucre, de protéines et tout ça, l'équilibre, je m'en fous de tout ça. Moi ce que je veux c'est la matière et qui absorbe. Donc de la matière qui vient du marais, absorber c'est la définition des herbes de marais. Quoi. Ici pour moi c'est royal parce que ça me décale le boulot parce que c'est une fauche tardive. Donc j'ai le temps de récolter mon foin avant, je viens récolter ici que après. Et avec la surface qu'il y a là, j'en ai largement assez. Ouais, t'as largement. Ah bah largement. Là, il y en a une dizaine d'hectares. On a la parcelle. Pour tout l'hiver. Il y a les parcelles après. Et du coup, on va aller. Il y a aussi en face. En fait, on a petit à petit, on a réussi à avoir un secteur assez conséquent. Et en plus, ce qui était en déprise au fond, on l'a repris un peu dans cette idée d'avoir une marge de manœuvre et de pouvoir décaler chaque année, plutôt que d'avoir une surface qui correspond pile poil à ses besoins. Ou après, en fait, les années. Ça permet de s'adapter aux besoins. Ça vit vieux, hein. Ça vit vieux. En captivité, ça vit plus, jusqu'à 50 ans en captivité, je crois que c'est le record. Ça a bougé, hein. Mais ça a bougé vite. En fait, il faudrait une année où je laisse à côté. En même temps, si c'est pas nous qui le faisons, ça va être le pic. Il s'en est déjà donné à cœur joie le pic. Là. Ouais, je trouve que... Vu la tête que ça. Après, c'est peut-être ça qui sert de limite de proximité. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment différent si on avait fait des tours de route. Alors là, un peu de température, ça me suffit. Je roule pas vite là. Tu feras tout en l'air, Non mais moi ça peut m'intéresser aussi de garder un truc comme ça parce que si tu veux un truc comme ça, je suis obligé de les arracher les saules. Je peux pas les couper. Ah non, je suis viande. Je l'arrache et je le pousse à l'endroit où je veux que ça reste quoi en fait. Parce qu'eux ils vont pourrir, ceux que j'ai arrachés ils vont pourrir, mais c'est une zone où si on décide de laisser, ça me gênera pas de les mettre là.
Parce que c'est pas mal, ça fait en fait un labyrinthe à l'intérieur entre les talles de saule. Mais voilà, l'idée c'est de garder quand même ce milieu un petit peu ouvert pour avoir le côté arbustif des espèces qui profitent. Et donc aujourd'hui, je repompe dans cette source, essentiellement en hiver, en été pas tellement. Mais en hiver, je pompe dedans pour alimenter en eau tous les animaux. J'alimente pas le circuit humain, mais le circuit animal. Pour l'alimentation en eau des animaux, donc j'ai la source là. Et maintenant, j'alimente essentiellement en allant pomper dans un étang, un très grand étang. Je vais pomper dans un étang et je ramène l'eau dans des châteaux d'eau que j'ai fabriqués, quoi. Alors c'est des grosses cuves, c'est des citernes enterrées. Et après ça redescend par gravité dans des bacs dans chaque pré. Comme ça me permet d'avoir des prés petits. Et je fais du pâturage tournant semi-dynamique, on va dire. C'est-à-dire que je change mes bêtes 2 fois par semaine. Okay. Et comme ça j'ai un bac dans chaque pré, j'ai pas besoin de m'occuper de l'eau trop souvent à chaque fois que je change les bêtes ou des trucs comme ça. Mon tuyau il amène l'eau, j'ai juste à vérifier que ma cuve elle est pleine, enfin où il y a de l'eau dedans. Et quand il n'y a plus d'eau, ben hop, il faut que je réalimente ma cuve. Donc là, à cette époque, la mare elle devrait être au moins là. Et ça devrait grouiller de têtards, de salamandres, de grenouilles, de tout ça. Et ben, les sécheresses successives nous amènent à ça. C'est-à-dire qu'en fait l'argile s'est rétractée et elle fuit. Le problème de l'argile, c'est qu'il lui faut très très longtemps pour regonfler. Donc ben là ça suffit pas, quoi. Il faudrait qu'il pleuve très régulièrement pour que l'argile regonfle, pour que la mare soit de nouveau étanche. Mais il y a plein d'endroits, j'ai refait des mares pour différentes raisons. Apporter de l'eau aux animaux, enfin, ça me permet de mettre de l'eau, d'avoir de l'eau pour les animaux en tout début de printemps et en fin d'automne, à des périodes où mécaniquement je ne peux pas l'amener. C'est-à-dire qu'un tracteur en tout début de printemps c'est très mou, je ne peux pas venir avec une tonne à eau pour mettre de l'eau dans un abreuvoir. Alors comme ça, je mets mes bêtes, il y a un petit peu d'eau, elles ont de quoi boire. Si elles y restent pas trop longtemps, ça n'a pas d'impact plus que ça sur la mare. Et puis après en été, bah, j'installe des bacs là où il y a besoin. Et tu vois là bas par exemple les frênes là, qui sont en train de pousser dans le champ. Dès que tu te retournes, hein, et tu vois le frêne pousse sur des zones, ça aime bien les zones un peu humides. Donc ça veut dire qu'ici on a quand même de l'eau qui est pas loin en dessous. Mais c'est le paradoxe en Puisaye, hein, c'est que c'est très humide, parce que c'est de l'argile, mais c'est très sensible au sec, en fait. L'argile, une fois, ça tient l'eau très longtemps, mais une fois que ça a commencé à sécher, il faut encore plus de temps pour lui faire reprendre sa place. Et donc l'impact peut être très très long. C'est-à-dire qu'une année de sécheresse, eh bien, il faut plus qu'une année pour rattraper cette sécheresse. Et c'est pas seulement une question de quantité d'eau, c'est aussi une question de temps. Bah oui, mais la sécheresse, elle est liée à un sol en fait. Il y a des sols qui sont faits pour recevoir peu d'eau et qui s'en contentent. Nous, on est fait pour recevoir normalement en moyenne 800 mm par an. Or là, ça fait 3 ans qu'on n'en reçoit que 600. Donc on a un déficit déjà de 200 mm. Et en plus, on a des canicules et des fortes chaleurs en été qui amplifient les phénomènes d'évaporation. Les arbres, pour se protéger, vont évaporer énormément pour baisser la température.
et du coup pompe beaucoup d'eau. Mmh. Donc on amplifie les phénomènes de manque d'eau encore en plus en été. Bah, c'est moi qui décide déjà quand j'estime qu'elles sont prêtes, quoi. Après, comme ça part à la coopérative, le technicien vient voir et il me dit bon bah ok, je te prends ça ou ça. Et, voilà, parce que moi je lui ai proposé les 4 et il n'en a pris que 2. Pour lui, les 2 autres sont pas assez engraissés encore, donc elles vont rester là encore un mois, quoi. Puis ça va être bien. Après, je vais essayer d'en faire partir une au mois de juin pour mettre en caisse en vente directe. J'en fais de temps en temps emballé sous vide, vendu en direct. Ça me rapporte rien économiquement. C'est juste que je connais la qualité de ma viande et la qualité de ma clientèle. C'est-à-dire que je choisis mes clients. Je vends que à certains clients. Donc ça va se calmer un petit peu tranquillement. Et puis cet après-midi, enfin à midi, là, le camion vient se poser ici. Elles sortent de là, elles montent dans le camion directement. Voilà, c'est pas... Tu veux peut-être pas être filmé, toi? Allez, hop, voilà, très bien. Allez, oui, très bien, allez. Allez, voilà, très bien, allez. Allez, hop. Allez, hop. Allez. Allez, grosse. Voilà. Très bien. Allez, hop. Impeccable. Impeccable, impeccable. Quand tu vas en Forterre, sur les points hauts de Forterre, et que tu regardes côté Puiset, tu as l'impression que ça n'est que du bois. Et alors par contre quand tu prends une photo aérienne, tu te rends compte qu'il y a des champs partout. Beaucoup de questions dans la tête. Ah oui, il y a du courant. Oui. Tu peux vérifier, oui. Allez, viens, viens.
Allez, viens, viens là, viens. Allez, viens là, viens. Allez, viens, viens là, viens. Allez, viens. Allez, viens là, viens. Allez, viens. Allez, viens là, viens. Ah oui. Allez, pour les 400 là. Allez, oui, c'est normal. La fille. La fille. Oui, très bien. Tu n'as pas aperçu, toi? Ils se sont barrés? Ah bah, ils sont repartis, puis là, je sais pas où. Allez, viens, là, viens. Non, normalement non. Normalement c'est pas les vaches. On est mal. Bouton, ça a commencé à me gonfler. Ouais, je suis pas content. C'est pas là que je vous ai mis. Est-ce que je sache? Ne mettez pas de boulot. Tiens, c'est peut-être comme ça qu'on va faire. C'est peut-être comme ça qu'on va faire. Oh non, bah là je suis pas content. C'est même pas la peine de venir vous radiner ici. Oh mais oh! Allez, viens, viens, là, viens.
j'embauche déjà pas tout d'un seul coup pour pouvoir laisser les plantes arriver à graines. Différentes plantes arriver à graines, c'est-à-dire que là j'ai coupé une partie, il y a certaines plantes qui sont déjà à graines donc ça va se ressemer, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas encore, donc tu vois, celles-là elles sont déjà à graines. Les menthes par exemple sont pas encore en graines. Je vais les laisser encore un petit peu, une quinzaine de jours, 3 semaines, et puis je reviendrai couper le reste, ou encore un petit peu, dans 15 jours, 3 semaines. Et il y a des zones que je laisserai toute l'année. Je les couperai que l'année prochaine. Ce qui va permettre à la végétation de respirer, de reprendre ses marques toute seule. Alors il ne faut pas laisser trop d'années de suite sans faucher parce que sinon on s'oriente vers de la forêt. Mais il faut quand même de temps en temps les laisser se reposer. Voilà. Mais ici on voit bien le marais, des sols très meubles en dessous. Là on est mi-août et la terre est encore molle, très molle. Et la période de vélage, c'est quand dans l'année? Alors moi je fais véler au mois de mars, Mars. grosso modo. Mars, bon, il entraîne toujours un peu en avril, mai, mais l'essentiel est fait en mars. Comme ça me permet en fait de relâcher les vaches avec des veaux très jeunes, et comme ça les vaches sont à l'herbe Tout de suite. très rapidement au moment où elles ont le plus besoin de lait. Plutôt que de faire véler, il y en a beaucoup qui font véler à cette époque-ci, là au mois de novembre, décembre. Et à l'époque où ils rentrent les bêtes à l'intérieur, mais du coup ça les oblige à avoir des concentrés pour pouvoir avoir suffisamment de lait pour les vaches, pour qu'elles alimentent leurs veaux, sur tout l'hiver. Donc ça fait récolter beaucoup plus de choses, alors que moi je récolte vraiment que le minimum. Et tu te débrouilles tout seul ou t'as un veto qui vient t'aider? Ah non, tout seul. Enfin c'est même elle qui se débrouille toute seule. Ouais. Les interventions au village, maintenant, sur 25 vélages, j'en ai une, deux, c'est tout. Et puis la plupart du temps, c'est des interventions, c'est juste tirer le veau à la main, histoire que ça traîne pas pendant 2 heures, que la naissance elle soit vite faite. Plus la naissance se fait vite, plus le veau va se mettre debout rapidement, plus il va téter rapidement, et mieux le démarrage du veau se fera. Il aura un colostrum rapidement, il aura donc tous les anticorps qu'il faut, il va bien couvrir tout son intestin avec les bonnes bactéries, et donc il n'y aura pas de diarrhée derrière, il y aura peu de soucis, quoi. Un vélage qui se passe tout seul, la plupart des vaches c'est un quart d'heure. Elle se prépare, hein, ça dure plusieurs heures, ça pour le coup. Et puis d'un seul coup, elle se couche, elle pousse quelques fois, le veau il sort, la vache se remet debout tout de suite, le lèche. Un quart d'heure après, voire même moins, il est debout, et 20 minutes après, il est en train de téter. Ça, c'est le vélage parfait, quoi. Là, il y a zéro souci derrière. Et il y a quoi? Il y a un cordon, c'est la vache qui le coupe? Non, il se coupe tout seul. Il se coupe normalement à une vingtaine de centimètres. Et une vache qui fait bien son travail, elle le pince et elle le vide. Ouais. Elle le fait, ça. C'est la vache qui doit le faire normalement.
Aujourd'hui, les hommes interviennent de trop, donc on tire le veau souvent trop tôt. On met des désinfectants sur le cordon ombilical. Tout ça, ça sert à rien si on est dans un environnement adapté aux animaux. Moi j'ai les vaches, elles ont 25 mètres carrés par personne. Plus qu'un Parisien, quoi. Plus qu'un Parisien. Pour une vache avec son veau, la norme en élevage chimique, dit conventionnel, je vois pas où est la convention, mais c'est 10 mètres carrés. Ouais. La norme en bio, c'est 15 mètres carrés. Je suis à 25. Et donc la vache, elle est quasiment comme si elle était dehors, quoi. Ouais. C'est pas un bâtiment fermé, c'est un bâtiment qui est très ouvert sur l'extérieur. Et le but, justement, c'est de les perturber le moins possible, qu'il y ait le moins de différence possible. Il y a juste le fait que l'alimentation, elle passe d'une alimentation verte, humide, à une alimentation sèche. C'est le principal de la différence qu'il y a entre l'été et l'hiver, quoi. Ouais. Et l'hiver dure 3 mois, l'hivernage dure 3 mois et demi, quoi. Il y a une source ici, il y en a une autre dans la haie, il y en a encore une autre au milieu du pré d'à côté, encore une autre au milieu du pré suivant. Donc là on est vraiment dans les zones humides. Ça se voit pas tellement cette année parce que finalement il a plu beaucoup au printemps mais très très peu cet été. Même s'il n'a pas fait un temps extraordinaire, il n'a pas plu beaucoup. Et là les sources elles coulent pour ainsi dire pas, quoi. Et la Puisaye au XIIIe siècle était le 3e producteur de poissons du royaume de France. Le premier c'était la Sologne et le deuxième la Brenne. Pour être le 3e producteur de poissons de l'époque, ça nécessitait une quantité énorme d'étangs. Beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui. Mmh. Parce que le potentiel qu'on a aujourd'hui, il est quand même relativement faible. Et beaucoup d'étangs, pas comme celui de Gaudry qu'on vient de voir là, qui est quasiment à sec, mais beaucoup de petits étangs, de tout petits étangs, comme le petit étang qu'on avait vu l'autre fois là-bas, qui font un quart d'hectare, voire même moins, 1 mètre d'eau, c'est-à-dire qu'ils sont pêchables toute l'année, quelles que soient les conditions, et pleins. Mmh. L'étang plein, on passe un coup de filet dedans, on récupère le poisson dont on a besoin, on relâche le reste. Et avec une quantité de petits étangs dans ce genre-là, on pouvait produire énormément de poissons. Et des parcelles comme ici, je pense qu'il y en avait des petits étangs, peut-être de l'autre côté du chemin, là par exemple, hein, le chemin pourrait très bien servir de digue. Et que ces étangs petit à petit se sont asséchés, se sont comblés, ont été drainés pour faire de l'agriculture, quoi. Il y a eu des grandes campagnes de drainage à différentes époques de l'histoire en Puisaye pour assainir, parce que c'était quand même une zone où il a existé du palu. Hop. Ça va pas bousiller ton Ça va me la noircir, ça c'est sûr. Hop. Il y a plein de monde. J'avais pris de grandes allumettes et à chaque fois ça me peignait en la rentrant.
louper deux, papa. Hein? Tu fais exprès d'en louper deux à chaque fois? Oui. Gèle que depuis avant-hier soir. Donc là, d'avoir de la glace, des couches de glace dans les creux dans tous les creux qu'il y a là, ça veut dire que le niveau d'eau a baissé là grosso modo de 2-3 cm entre avant-hier soir et ce matin, et ce midi quoi. Et là ça fait 8-10 jours qu'il n'a pas plu. Un truc comme ça. Ouais, 10 jours, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Pour beaucoup, mais ça bouge. Bon, là, je sais pas, j'ai vu un ditique ou un truc comme ça, quoi. Mais là-dedans, ce qu'on espère, c'est du triton, enfin, tout ce qui est batracien. Il y a 2 ou 3 espèces. 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 2 ou 3 espèces
Moi j'ai creusé ça il y a 3-4 ans. Elle s'arrêtait là. Ouais. Il y avait juste le carré là. J'ai ragrandi un petit peu, il faudra que je la recreuse un petit peu, petit à petit. Et là, globalement, elle tient l'eau suffisamment longtemps pour que, les têtards qui peuvent être dedans arrivent à maturité, quoi. Et là, ça devait être il y a un mois où il a plu vraiment beaucoup. Donc 40 cm de plus du niveau d'eau, bah, on est au niveau du champ. Donc là, le champ, là où tout le près, ce qu'on a traversé, là, on était avec de la flotte à mi-botte, quoi. Donc sur 8 hectares, 40 cm d'eau sur 8 hectares. Ouais. Voilà, le volume d'eau qui a été stocké, le temps nécessaire à ce que le débit soit le plus régulier possible à la sortie, quoi. Donc avec les systèmes, ce qu'on parlait avec les élèves tout à l'heure, le système talus-fossé qui a été les haies et tout ça qui ont été arrachés, et ben l'eau elle arrive dans la rivière plus rapidement et de la rivière elle passe plus vite dans une autre rivière et ainsi de suite, et donc ça crée des inondations plus bas, quoi. Et c'est vraiment dans les têtes de bassin qu'il faut commencer par intervenir. Alors j'essaye de les repousser petit à petit. Ça permet au trou de se reboucher, la terre elle retombe, l'arbre il pourrit en grande partie, et puis je le repousse encore un petit peu, et ainsi de suite, quoi. Là, cette parcelle-là, elle était beaucoup plus fermée qu'elle n'est aujourd'hui, quoi. Elle n'était pas encore tout à fait dans le même état que là, mais ça n'en était pas très loin, quoi. Et là, ils avaient refait des bandes au broyeur, le conservatoire, ils avaient fait faire ça. Mais les bandes n'étaient pas assez larges, donc j'ai pas pu les entretenir comme il fallait. Donc faut recommencer. Si j'arrive à assez dégager ici, eh ben je reprolongerai peut-être la haie, tu vois, de là, parce que la haie je la conserve. Mais à reprolonger la haie jusqu'à cet arbre, et puis laisser entre la rivière et l'arbre, laisser le passage ouvert pour circuler juste. Mais des haies il en faut, quoi. C'est déjà d'une, parce que dans du marais comme ça, sous la haie, c'est une zone qui porte bien. C'est-à-dire que si jamais tu t'aventures ici avec le tracteur et puis que finalement c'est trop mou et que tu t'en rends compte un peu tard, et ben tu vas avancer tu vas essayer d'aller jusqu'à la haie. Une fois que tu es sous la haie, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de racines et tout ça qui vont faire que ça porte mieux. Elle cherche. Elle cherche le petite poignée qui va être meilleure que le reste. Une vache a un odorat qui est, je ne sais plus combien, mais au moins 10 fois plus sensible qu'un chien. Ouais.
Là-dedans, elle serait capable de retrouver un grain de blé, quoi. Il me semble me souvenir que c'est 7 coups de langue pour une bouchée. Des vaches qui mangent, qui donnent juste un coup de langue ou deux, qui avalent, c'est une alimentation qui n'est pas convenable pour un bovin. C'est chose qui arrive beaucoup avec les nourritures humides dans un silage. Qu'elles gobent. Ouais. Du coup, elles ne salivent pas. Et le fait de ne pas saliver, ça fait qu'elles sont en acidose en permanence. Donc on est obligé de corriger cette acidose avec des poudres pour corriger l'acidose. Et celui-là, c'est le cercle vicieux. Ouais. Ça les a déstressés complètement, le fait de ne plus avoir de concentré. On n'a plus besoin d'avoir d'horaire. Bah, j'ai plus de maladie. C'est con, hein. Mais les vaches, quand elles ont de la place et une nourriture pas trop poussée, et ben en fait, il se passe plus rien. J'ai plus de diarrhée de veau. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu de diarrhée des veaux. Et la viande, elle a une qualification, Eh ben malheureusement, seulement bio, qui n'est pas une valorisation plus que ça, parce qu'on vend un peu de choses près au tarif du conventionnel. Mais le fait d'être entièrement à l'herbe, ça apporte pas de qualification. Pourtant, ça fait une viande qui n'a rien à voir avec la qualité de la viande. Là, n'a rien à voir avec une qualité de viande d'élevage bio en complément, en ration complémentaire. C'est une viande qui est moins grasse mais beaucoup plus tendre. Aujourd'hui en agriculture biologique, on est arrivé dans les mêmes travers que l'agriculture chimique. C'est l'intensification. Et c'est ça qui pose un problème. Donc là, le bio, on va dans le mur. Hein. Je garde la certification pour l'instant. Sincèrement, c'est pas par conviction de la politique. Hein. C'est parce que mon mode de travail fait que ça me fait au moins une certification, quoi, parce que sinon, j'aurais plus rien du tout. Au niveau des aides PAC, par exemple, aujourd'hui, je touche plus à rien. À part les aides à la surface de base, qui sont au ras des pâquerettes, parce que je suis en dessous de la moyenne, hein, parce que j'étais en bio, justement, et sur un système tout herbagé, qui n'a jamais été reconnu comme un système agricole. Hein. L'herbe n'a pas été reconnue comme une production agricole jusqu'à 2010, par là. J'avais fait le calcul, je m'étais amusé à faire le calcul il y a quelques temps. Pour vraiment avoir un bénéfice sur de la vente directe, il faudrait que je passe à 20 € le kilo en caissette panachée. Et pour faire un bénéfice sans les aides PAC, il faudrait que je passe à 25 € le kilo. C'est intéressant de faire les calculs sans les aides PAC. Hein. Quand vous faites des calculs comme ça, de valeur ajoutée et tout ça, essayez de les faire en retirant les aides PAC pour voir, ça vous donne une idée de ce que coûte réellement l'agriculture. Et pas d'aliments, pas de... Bon, la seule chose qui rentre dans la ferme, c'est le fioul. Et je suis à 2000 litres par an sur 130 hectares. C'est-à-dire que j'ai l'élevage, polyculture élevage, c'est le système qui consomme le plus d'énergie fossile en système dit conventionnel.
il y a tout de suite les gamins, vous partez toute seule, vous n'avez pas peur? Parce qu'on peut vous accompagner, puis ils se retournent vers le moniteur, vers le dire, on va les laisser partir. C'est là qu'elles auraient pu voir peur. Mais en fait, en vrai, le danger il est là. Là, il a 3 ans. Oui, très bien. C'est bien, très bien. Oui. Voilà, très bien. Oui, ma fille. Très bien. Je me levais la nuit 2-3 fois pour aller surveiller. Et à force de sélectionner des vélages relativement faciles, je me suis mis à ne plus me lever la nuit pour aller les voir. Résultat, elles veulent plus de nuit. Voilà, j'en étais sûr. Allez, si. Hop, voilà.
retrouver vos mères. Ça fait plusieurs fois que tu viens sur le fil, toi. T'as l'air d'être dur à la comprenette. Tchouk. Allez. Voilà, très bien. Très bien, tu me dis. Très bien. Très bien. Très bien. Celle qui était là, je l'ai mise là avec son dos. Et là, j'attendais que ça ait le temps de se éclairer, parce que c'est encore une conne. Roquette. Oui, ça vient. C'est pas possible ça. Allez, viens. Allez, viens, là, viens. Allez, viens, viens, viens. Ah mais c'est bon, hein, 1313, je sais hein, que t'es là. Pas en peine de me foutre le bazar. Hein.
Non, c'est pas la peine. Allez, viens.